cette droite-là est un supplémentaire, mais cette droite-là aussi, cette droite-là aussi, cette droite-là aussi. Donc au final, il n'y a pas du tout d'unicité, donc il faut faire un petit peu attention. Et, euh, et voilà. Ok. Donc, on a maintenant les outils pour démontrer donc, ce qu'on appelle la formule de Grassmann. Donc, je prends E un espace vectoriel de dimension finie, F et G deux sous-espaces. Donc, on sait à quoi est égale la dimension de la somme directe de F et G, dans le cas où F et G sont en somme directe. Et s'ils sont pas en somme directe, il y a un terme d'erreur, si vous voulez, qui est le terme dimension de F inter G. Et donc le résultat général, c'est que la dimension de f plus g est égale à la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f inter g. Ok. Donc pour faire cette preuve, on va un peu décomposer la somme en trois parties. Donc pour ça, je vais en gros l'image qu'il faut avoir, c'est que vous avez alors c'est une mauvaise image au sens où on a l'impression que c'est plutôt une image de théorie des ensembles, mais je vais quand même la faire comme ça. En gros, il faut imaginer qu'il y a les éléments qui sont dans F inter G, qu'on a les éléments qui correspondent à donc je prends donc ça c'est tout F. Donc dans F, j'ai F inter G qui est un sous-espace, et donc je prends F1 supplémentaire. Donc c'est un très mauvais dessin au sens où les bons dessins, normalement en algèbre binaire, c'est dessiner des droites et des plans, etc. Sauf que le problème, c'est que là, comme il y a trois espaces, on va rapidement arriver ça va être un petit peu compliqué de dessiner tout ce qu'on veut. Donc il faut imaginer, disons que les éléments que j'ai mis là, c'est des bases des espaces qu'on est en train de considérer. Donc F inter G, il a une base à 4 éléments. F1, donc qui est un supplémentaire de F inter G dans F, il a une base à 3 éléments. Et par ailleurs, j'ai aussi un espace G1 qui est un supplémentaire de F inter G dans G. D'accord. Donc, j'ai mes trois espaces comme ça. Et l'idée, ce qu'on va montrer, c'est que quand je regarde F plus G, la somme de F plus G, eh bien, c'est une somme directe de ces trois espaces, de G1, F inter G et F1. D'accord. Et une fois que j'ai ça, ça va me donner, en gros, je vais me ramener au cas que je sais traiter des sommes directes plutôt que des sommes quelconques. Donc, on veut montrer que trois trucs sont supplémentaires. Alors, d'abord, montrons qu'on a bien une somme avant de montrer qu'elle est directe. Donc, f plus g égale à f1 plus g1 plus f inter g. Donc, d'abord, la somme de droite, elle est bien inclue à gauche. Pour faire ça, il faut simplement dire que chaque terme de la somme de droite est incluse dans le f plus g. Mais F1, il est dans F, donc il est bien dans F plus G. G1, il est dans G, donc il est bien dans F plus G. Et F inter G, il est bien dans F plus G. Donc on a bien une inclusion droite-gauche. Par ailleurs, si je regarde un élément de F, il est dans F1 et dans F inter G. Un élément de G, il est dans G1 et dans F inter G. Donc les éléments de F, ils sont bien dans la somme de droite. Les éléments de G, ils sont bien dans la somme de droite. Donc la somme de F plus G, elle est bien dans la somme de droite. D'accord? Ça, je rappelle, c'est parce que là, si vous voulez, je dis que F est dans le truc de droite, G est dans le truc de droite. Donc l'union F union G est dans le truc de droite. Et comme le truc de droite est un espace vectoriel, l'espace vectoriel engendré par F union G, donc qui par définition est F plus G, est bien dans la somme de droite. Donc à la fin, j'ai bien par double inclusion que cette égalité entre somme d'espace est vérifiée. Donc maintenant, je veux montrer que les trois espaces sont en somme directe. Donc je rappelle que ça consiste
pas à regarder leur intersection, mais ça consiste à montrer que si j'ai une somme d'éléments dans chacun des espaces qui est nulle, alors en fait, chacun des éléments doit être nul. Donc pour ça, je considère un x dans F1, un y dans G1 et un z dans F inter G, tel que x plus y plus z est égal à 0. Et donc je dois utiliser ça pour montrer que nécessairement x, y et z sont égaux à 0. Donc ce que je sais, c'est que x, il est dans F. Donc ça me dit que y plus z, qui est simplement moins x, il est aussi dans F. Mais maintenant, y plus z, quand je regarde, y, il est dans G1, donc il est dans G, et z, il est dans F inter G, donc il est dans G. Mais donc ça me dit que y plus z, il est aussi dans G. Et donc au final, y plus z, il est dans F, mais il est aussi dans G. Et donc y plus z, il est dans F inter G, mais on a dit que par définition, y est dans G1 et z est dans F inter G. Mais ces deux espaces-là, ils sont en somme directe. G1 et Z et F inter G. Donc si j'ai leur somme qui est dans F inter G encore, comme c'est une somme directe, nécessairement ça me dit que l'élément qui était dans G1, il doit être nul. D'accord? Donc j'ai Y qui est égal à 0. Mais si Y est égal à 0, par symétrie, hein, là j'ai fait jouer un rôle particulier à G, mais par symétrie, j'obtiens la même chose sur l'élément de F1, donc X est égal à 0 aussi. Une fois que je sais que X et Y sont nuls, bah, Z est égal à 0. Ok? Donc bon voilà, il faut un petit peu réfléchir à regrouper les trucs dans le bon espace, mais on obtient comme ça que tous les éléments sont nuls. Donc maintenant qu'on sait que f plus g est égal à f1 somme directe avec, c'est un g pardon, f1 somme directe g1 somme directe f inter g, bah, on peut appliquer ce qu'on sait sur les sommes directes et donc dire que la dimension de f plus g, c'est la dimension de f1 plus la dimension de g1 plus la dimension de l'intersection. Ok? Mais d'un autre côté, donc là, on est à moitié content parce que nous, on a F1 et G1 dont on ne connaît pas la dimension. Mais en fait, on connaît leur dimension puisque, par définition, F, c'est F inter G, somme directe avec F1. Et donc, la dimension de F, c'est la dimension de F inter G plus la dimension de F1. Et de même, la dimension de G, c'est la dimension de F inter G plus la dimension de G1. Et donc, ces égalités-là, les deux dernières, me permettent de remplacer, de substituer dimension de F1, de lui substituer dimension de F moins dimension de F inter G. Et pareil pour G1. Et à la fin, j'obtiens bien que la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G, plus la dimension de F inter G. Et donc, c'était dimension de F moins dimension de F inter G, c'était dimension de G moins dimension de F inter G, donc moins 2 dimension de F inter G. Donc, le 1 moins 2 devient moins 1, et donc j'ai bien le résultat. Ok, bon, c'est une preuve un petit peu technique, mais est-ce qu'il y a des questions? On aura le droit de se servir de ça pour les exercices ou pas? De quoi? On a le droit de se servir de ça pour les exercices ou pas? Servir de quoi? De laisser les formules. Ah bah évidemment, c'est Non, le mais je cours, veux hein. dire, ceux qui sont pour eux, enfin, ceux qu'on a eu là, genre au hasard pour le 3 ou le 2, je sais plus. On a le droit d'utiliser la formule de Grassmann. C'est un théorème du cours. Je crois. Ok. Tu veux utiliser quoi d'autre? Non, mais c'est pas ça, mais vu qu'on n'avait pas encore vu avec les exercices, on les a donnés ce week-end, bah, du coup, je me suis dit qu'on a le droit d'utiliser ceux-là pour les exercices qu'on avait. Ah, pour les exercices du week-end? Oui! Bah non, l'idée c'est que quand je donne des trucs, c'est qu'on les fait avec le cours qu'on a fait jusque-là. Ok. Non, il n'y avait pas besoin, évidemment, si on l'a, ça peut simplifier certains arguments, mais il n'y avait pas besoin d'utiliser ces trucs-là. Non, parce que sinon, ça, je crois que c'est l'exercice, je sais plus quel exercice devient complètement évident C'est le 3. voilà, c'est le 3. Donc non, le but c'est, quand je donne des exercices, le but c'est de les faire avec les moyens qu'on a actuellement. Ok, d'autres questions? Bien. Et donc un corollaire important,
c'est le cas où la somme, c'est le cas où on veut savoir si deux espaces sont supplémentaires dans E. Et donc, de nouveau, l'idée, c'est que quand on a un argument de dimension, euh, quand on a un argument de dimension, on a besoin de vérifier un seul des deux côtés habituels. Donc, quand on doit montrer que deux espaces sont supplémentaires d'un espace E, normalement, on doit montrer à la fois que leur somme est égale à E et on doit montrer que leur intersection est réduite à zéro. Et bien là, en fait, on a maintenant équivalence entre, d'une part, donc E et F et G sont supplémentaires dans E, ça c'est le premier point, c'est celui qui nous intéresse. Le deuxième, c'est qu'on sait que c'est une somme, mais on ne sait pas qu'elle est directe. Mais on a en plus l'information que la dimension de E est égale à la dimension de F plus la dimension de G. Je crois qu'ici, il y avait un bug que j'ai corrigé dans la première version du cours, donc si c'est pas exactement ce que vous avez, c'est normal. Et troisièmement, on ne sait pas que leur somme est égale à E, mais on sait que l'intersection est égale à 0. Et on a encore cet argument sur les dimensions. D'accord? Donc, on a équivalence entre ces trois propositions. Donc ça, maintenant, c'est immédiat. Hein, avec la formule de Grassmann nous dit directement ça. Et donc voilà, donc quand vous voulez montrer que deux espaces vectoriels sont supplémentaires, donc soit vous utilisez la vieille méthode, entre guillemets, vous montrez que la somme est égale à tout et vous montrez que l'intersection est égale à 0, soit vous utilisez ça et donc bah, vous devez montrer un argument de dimension. Donc, vous devez, en gros, vous avez un espace de dimension, je sais pas, 2 et un espace de dimension 3 dans un espace de dimension 5, quoi. Il faut que sinon, si c'est pas les bonnes, si les sous-espaces n'ont pas les bonnes dimensions, ont pas des dimensions complémentaires, ils pourront pas être supplémentaires. D'accord? Mais une fois que vous avez vérifié ce truc de dimension, eh bien, vous devez savoir soit l'un, soit l'autre. Soit que leur intersection est nulle, soit que leur somme est égale à tout. Et donc, dans ce cas-là, en général, le plus simple, c'est de vérifier que l'intersection est égale à zéro. D'accord? De façon tout à fait générale, montrer que des choses sont libres, montrer que des choses sont nulles, c'est plus simple que de montrer qu'on peut trouver des éléments qui engendrent. D'accord? Donc, c'est toujours plutôt vers cette option qu'on va aller. Ok. Alors. Donc on a un petit exercice, pardon. On a un petit exercice d'application, de mise en pratique. Où je vous laisse voir par vous-même pendant 5-10 minutes et ensuite je corrigerai au tableau. Et je prends les questions en attendant. N'hésitez pas.
Bon, est-ce que vous avez un peu avancé? Où est-ce que vous en êtes? J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on a une méthode générale pour déterminer la dimension d'un espace? Enfin, Bah, on a plein de méthodes générales, disons, et- qui se compléteront au fur et à mesure, quoi. Mais donc, par exemple, pour G, bah, G, il est engendré par trois vecteurs. Donc, si ces trois vecteurs-là forment une base par définition, c'est-à-dire que G est de dimension 3, donc il faut vérifier que la famille est libre, quoi. Ah ouais, ok. Ah ouais, que toutes les bases dans la dimension. Donc, oui. Merci. Voilà, encore 2, 3 minutes. Ok. Donc, on va voir comment on fait ce genre d'exercice. On reverra, hein, c'est vraiment l'exercice de base qu'il faut savoir faire, même si on vous attend surtout sur des choses un peu plus abstraites. Mais ça, il faut pas trop hésiter sur les façons de faire. Donc, je reviendrai là-dessus vraiment sur les points méthodes là-dessus. Et puis, quand on fera les systèmes linéaires en plus, ce sera ça refera encore une piqûre de rappel. Donc, en tout cas, F est donné comme l'ensemble donc des x, y, z, t tels que x plus y et x plus z s'annulent. C'est ça, hein. Et on nous demande donc une base de F. Ok. Comment est-ce qu'on fait ça? Euh, Peut-être qu'il faut trouver sa dimension en premier. Ouais. Enfin, comment on fait du coup? Pour sa dimension, moi j'ai dit que, enfin, j'ai séparé en gros les deux équations et j'ai dit que chacune c'était une forme linéaire de R2. Ouais. De Enfin, le R4. noyau, ça correspondait enfin, justement, non uniquement de R2 en gros si on pouvait se restreindre. En gros, Elle, chacune, elle fait intervenir que deux variables, mais les formes linéaires sont définies sur R4. Sinon, ah, parce qu'en gros, je voulais utiliser le fait que ce soit des formes linéaires, comme si c'était celle de R2, pour dire que ça correspondait à des espaces vectoriels de dimension 1. Parce que comme c'est des hyperplans de R2, ça peut que être 1. donc qui correspond qui est un espace vectoriel de dimension 1 du coup? Attends, pas ce que tu dis. Chacune des droites, enfin forcément c'est des droites qui sont générées par une des deux équations. Bon, x plus y et x plus z, et après on trouve des solutions évidentes, et on dit Ouais. que ça correspond à ces droites-là. Et on complète par des zéros forcément pour avoir dans R4 les bonnes droites. Oui, mais du coup, si je regarde l'ensemble, enfin, je veux dire,
Ah non, Si je regarde l'ensemble des vecteurs, je veux dire, soit on est dans R4, soit on est dans R2. Donc, si je regarde l'ensemble des vecteurs de la forme x, y, z, t, tel que x plus y égale à 0, c'est pas la même chose que si je regarde l'ensemble des vecteurs, donc ça c'est dans R4. C'est pas la même chose que si je regarde l'ensemble des trucs de R2, tel que x plus y est égal à 0. Donc, que ce truc-là soit de dimension 1, je suis d'accord. Et ce truc-là, il est de dimension quoi? Ah, en fait, il y a dimension 3, je crois, du coup. Ouais. Enfin, donc forcément, on peut prendre n'importe quel Z, n'importe quel T. Ok, bon, intuitivement, ça paraît clair et on va voir rapidement pourquoi on a des trucs comme ça, effectivement. Donc, bon. Et une fois que tu sais que c'est de dimension, donc du coup, c'est quoi donc du coup, c'est de dimension quoi, F? Euh, je dirais 3. Non, attendez. Parce que j'ai pas fait comme ça, du coup, là, je suis un peu perdu. Mais, Bah, t'as trouvé une base à combien d'éléments? bah, 2. Donc, c'est quelle dimension? Donc, c'est dimension 2. Ok. Bon, on va pas utiliser un argument de dimension ici parce que on n'a pas encore vraiment les outils pour. Mais effectivement, l'idée intuitive, hein, c'est que quand on a une dimension, on baisse. Quand on a une équation, une forme linéaire comme ça baisse à chaque fois la dimension de 1. Chaque équation va baisser la dimension de 1 si les équations sont vraiment différentes, d'accord? Et là, x plus y et x plus z, c'est deux équations qui sont pas proportionnelles, disons. Donc ça va baisser deux fois la dimension et on démarre en dimension 4, on arrive en dimension 2. Et tout ce que je dis là, on va pas l'utiliser en fait, on va faire juste un calcul type algèbre, enfin voilà, type système linéaire pour faire ça. Donc bah qu'est-ce que je dis? Donc du coup j'ai mon système, donc je vais le dire comme ça. Dans ce cas-là, c'est peut-être le plus simple. Donc soit x, y, z, t appartient à R4. Si je vais l'appeler U, disons ce vecteur-là. Donc si U appartient à F, qu'est-ce que je sais? Bah, je sais, je vais exprimer tout en fonction de X. Je sais que Y égale moins X. Et je sais que Z égale moins X. Donc, U est de la forme X moins X moins X T avec X et T dans R. Et réciproquement, si je prends un élément de cette forme-là, eh bien, la somme de sa première et de sa deuxième coordonnée fait bien 0, et la somme de sa première et de sa troisième coordonnée fait bien 0. Donc, réciproquement, un élément de cette forme est dans F. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit? Bah, ça me dit que les éléments de F sont exactement ça, mais ça, on peut les voir, et donc ça, c'est important que vous saisissez bien ça. Quand vous avez un truc où en gros, vous avez exprimé les vecteurs, vous dites que des vecteurs sont d'une forme, des trucs qui sont linéaires en x, y, z et t, etc. Ça veut dire simplement que on est en train de regarder des combinaisons linéaires de vecteurs particuliers. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde comme combinaison linéaire? On regarde la combinaison linéaire de x fois le vecteur 1, moins 1, 0 et de t fois 0, 0, 0, 1. Donc, or, x moins x t, c'est égal à x 1, moins 1, 0 plus t 0, 0, 0, 1. D'accord? Donc, ce que ça me dit, c'est que les éléments de f, ce sont exactement les combinaisons linéaires, puisque x et t sont quelconques, ce sont exactement les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Donc, je reste 2 secondes pour que vous ayez le temps. Je vais écrire au-dessus, puisqu'on ne va pas utiliser ça finalement.
Et donc f est égal au vect de 1, moins 1, 0 et de 0, 0, 0, moins 1. Il n'y a pas de moins. C'est pareil, hein, mais... Voilà. Donc, on a écrit f comme l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs. Et donc, ça, c'est la façon la plus simple d'avoir la dimension. Bah, du coup, c'était pas de... Oui, on voulait une base de f. Donc, par définition, si f, c'est l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs, bah, ça, c'est une famille génératrice de f. Et la famille est libre. De plus, 1, moins 1, 0 n'est pas collinaire à 0, 0, 0, 1. Donc, c'est une base de f. Donc, cette famille-là à deux éléments est une base de f. Ok. Donc, l'idée, c'est simplement de résoudre. Quand vous avez un espace qui est donné par un système d'équations, vous résolvez. Et quand vous résolvez, en gros, il y a un moment où ce qui a priori, enfin, vous pouvez exprimer toutes les variables par rapport à une autre, d'accord? Enfin, par rapport à un certain nombre d'autres. Donc ici, par rapport à deux autres variables, d'accord? Donc ça, on reverra encore avec les systèmes linéaires comment ça marche exactement. Mais dans ce cas-là, c'est assez simple. Hein. Simplement, vous dites que la deuxième et la troisième coordonnée sont déterminées à partir de la première. Et comme ça, vous pouvez conclure. Ça va pour tout le monde? Je rappelle que je fais pas mon cours tout seul. Non, on comprend bien. Non, ouais. Dites-le. Voilà, même si c'est toujours les mêmes, au moins que je sois un petit peu vivant, quoi. Ok, déterminer la dimension de G. Donc déterminer la dimension de G, G il est engendré par trois vecteurs. Si la famille est libre, ces trois vecteurs forment une base de G, et donc G sera de dimension 3. Si la famille n'est pas libre, ce sera un petit peu différent. Donc pour ça, donc G, c'est le vecte de 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 et moins 1, 0, moins 1, 0. Donc, donc, on veut vérifier que la famille, la famille était libre. Alors là, on va commencer à faire du calcul plutôt matriciel. Donc, on a vu que ça, à chaque fois, c'est résoudre un système. Donc, on va passer le calcul sous forme de matrice. Donc, je pense que vous avez déjà vu ça avec Monsieur Mélin. Donc, l'idée simplement qu'on n'écrit plus on n'écrit plus les inconnus. Donc, on n'écrit plus que soit lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que la somme est égale, montrons que, etc. On calcule directement sur le système. Donc, on fait directement ça en calcul matriciel. Donc, je vais montrer. Donc, je vais simplement écrire. Je vais écrire des deux côtés ce qu'on obtient je vais écrire ça sous forme système et sous forme matrice pour voir la différence. Donc, soit lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que, donc celui-là, je vais l'appeler U1, celui-là U2 et celui-là U3. Donc ça veut dire quoi? Donc lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3. Donc on a quatre équations qui viennent des quatre coordonnées. Donc on a lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 égale 0. On a lambda 1 plus 2 lambda 2 égale 0. On a lambda 1 plus 3 lambda 2 moins lambda 3 égale 0. Et on a
lambda 1 plus 4 lambda 2 égale 0. Bon, là, dans ces trucs-là, il faut aller vite, hein. On peut raisonner même simplement par implication, puisque notre but, c'est juste de montrer que les lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont nuls. Bon, en fait, Monsieur, oui, la troisième ligne, c'est pas juste moins lambda 3 et pas moins 3 lambda 3? si, merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, par exemple, on voit qu'ici, entre la première et la troisième, j'ai juste un facteur de lambda 2. Donc, si je fais la différence de la première et de la troisième, j'obtiens lambda 2 est égal à 0. Enfin, 2 lambda 2 égale à 0. Donc, ça, c'est L1 moins c'est moins L1 plus L3 qui me dit ça. Une fois que je sais que lambda 2 est égal à 0, bah, j'ai que lambda 1 est égal à 0. Donc, ça, maintenant, c'est la ligne 4. Et une fois que je sais, bah, du coup, j'obtiens que lambda 3 est égal à 0 immédiatement. D'accord? Donc, bon, oubliez ce que j'ai dit sur la matrice, je vais pas faire ça maintenant. Donc là, on a notre système, voilà, et donc on essaye rapidement, en regardant les bonnes coordonnées, de conclure. Donc lambda 2, on l'a par lambda 1 et la différence de lambda 1 et lambda 3. Ensuite, on a lambda 1 et ensuite on a lambda 3. Donc la famille est libre. Donc la famille est libre et donc donc maintenant il a une base à 3 éléments, donc la dimension de G est égale à 3. Ok. Donc une fois qu'on sait que la dimension de G est égale à 3, donc là on s'avance un petit peu par rapport à ce que je vais raconter dans le cours, mais un espace de dimension 3 dans un espace de dimension 4, de façon générale un espace de dimension n-1 dans un espace de dimension n, on va voir qu'il est toujours donné par comme le noyau d'une forme linéaire, c'est-à-dire comme l'ensemble des solutions d'une équation linéaire sur les coordonnées, une seule équation à valeur donc dans les scalaires, dans K. Donc là, c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de trouver une équation, si vous voulez, qui est vérifiée, qui définit G. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait ça? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Ce qu'on va simplement dire, c'est que on va prendre un élément de la forme x, y, z, t, un élément quelconque, et on va regarder à quelles conditions il est dans G. D'accord? Donc, x, y, z, t appartient à G si et seulement si il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3 dans R tel que la somme des lambda UI est égale, je vais l'appeler U, celui-là, à U, pour I allant de 1 à 3. Et donc ça, de nouveau, ça se traduit en un système. Donc quel est ce système? Bah, c'est voilà, les 4 coordonnées doivent correspondre. Donc c'est le même système que ce que j'avais là, sauf qu'à la place d'avoir à droite des zéros, c'est-à-dire à la place d'avoir un système homogène, j'ai un système avec un secondement. Donc j'ai lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 qui est égal à x. Lambda 1 plus 2 lambda 2 qui est égal à y. Lambda 1 plus 3 lambda 2 moins lambda 3 qui est égal à z. Et lambda 1 plus 4 lambda 2 qui est égal à t. Monsieur, Oui. pourquoi, enfin, je sais pas compris pourquoi vous avez parlé de dimension 4, alors que dans la A, on a montré que c'est une dimension 2. J'ai pas compris. Bah, je sais pas, vous avez dit, bah, si on a un truc bah, de dimension 3, d'autres de dimension 4, c'est que c'est le noyau, c'est tout ça. Mais Ouais. on n'utilise pas le fait que dans la A, on a montré que c'est F qui est de dimension 2. Mais F, il est défini par deux équations. Ouais. J'ai pas compris la question du coup. Bah non, mais enfin, je sais pas pourquoi en fait, je comprends pas pourquoi on repart sur le fait que c'est x, y, z, t, alors que on avait trouvé une forme de f. Non, mais on a deux espaces différents. Je vois pas le.
On a l'espace Ah, F, on ouais, a l'espace G. en fait, je comprends pas ce qu'on fait là, en fait, dans G. Enfin, pourquoi on met l'égalité égale x, y, z, t, en fait. Donc, ce que je dis, c'est que je prends un élément quelconque dans R4 et je dis qu'il est dans G si et seulement si je peux trouver ça. D'accord? Ah, ok. Je dis qu'un élément de R4 est dans G si et seulement si il est combinaison linéaire des UI. Ouais, ok. Et ça me donne un système et je vais voir à quelles conditions sur x, y, z, t ce système a une solution. Ok. Et c'est ça qui me permet de conclure derrière. D'accord? Ah, ok. Ok, merci. J'explique en même temps, on l'a jamais fait, mais Ouais, non, je dans, vois. dans un premier exemple, je vous montre comment ça marche pour passer d'un. Si vous voulez, il faut comprendre en gros ce qu'on fait. Un sous-espace vectoriel de Rn, disons, soit il va être donné par comme l'espace vectoriel engendré par des vecteurs, soit il va être donné comme l'ensemble des solutions d'une équation, enfin ou d'un système d'équations. D'accord? Mhm. Et donc il faut savoir comment on passe de l'un à l'autre. Ok. D'accord? Donc dans la première question, on est pour trouver la base, on est passé d'un mode présentation par équation à un mode espace engendré par des vecteurs. Et là, l'espace est donné comme engendré par des vecteurs et on cherche à le donner comme des équations. Donc on verra comment automatiser ce truc-là, mais là je le fais à la main dans ces exemples-là. D'accord? Mais ce qui est bien sûr, c'est quand on nous dit mettre sous forme d'équation, enfin, donner G comme ensemble de solutions d'une équation, Ouais. pourquoi on le fait par rapport à un truc de R4 en fait? Ça, G, il est dans pourquoi on se R4. dit- Hein? F et G, c'est deux espaces de R, c'est deux sous-espaces de R4. Ah oui, c'est pour ça, ok. Ok? Ok, mince. Ouais. Ok. F, c'est l'ensemble des x, y, z, t dans R4 tel que nanana. Et G, quand je dis que c'est l'espace vectoriel engendré par des vecteurs de R4, c'est qu'on est dans R4, quoi. Ouais, j'avais oublié la première ligne, ouais, c'est ça. Ok. Ok? Mince. Bon. Donc, j'ai ce système-là. Donc, je passe, je le recopie une fois parce que on n'est pas sur la même page. Un. Ok. Donc, une fois qu'on a ce truc-là, bah maintenant, imaginez que x, y, z, t, c'était des éléments 2, 3, 4, 7. Bah, je vous demandais, est-ce qu'il y a une solution? Qu'est-ce que vous feriez? Vous feriez un pivot de Gauss. D'accord? Donc, pourquoi on imagine qu'il va y avoir une condition sur x, y, z, t? Bah, simplement parce que vous avez un système de 4 équations, il y a 4 lignes, à 3 inconnus. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, c'est elles les inconnus. X, y, z, t, c'est quelque chose qui est fixe et on essaye de voir si le système a une solution à partir de ce truc fixe. Donc, comme on a plus d'équations que d'inconnus, on se dit que normalement, il va y avoir un problème. Effectivement, ça va être le cas. Donc ça, on a ça si et seulement si. Donc bah là, on fait un pivot de Gauss. Donc je vais utiliser le premier coefficient comme pivot. Donc je le recopie. Donc je vais me débarrasser du lambda 1 maintenant dans mon équation. Donc pour ça, je vais faire donc la ligne 2 moins la ligne 1. Donc quand je fais la ligne 2 moins la ligne 1, j'obtiens lambda 2 plus lambda 3 qui est égal à y moins x. Faut pas oublier de faire ça aussi de l'autre côté. Quand je fais la ligne 3 moins la ligne 1, je vire le lambda 1. Il me reste 2 lambda 2 et le moins lambda 3 simplifié aussi. Donc 2 lambda 2 est égal à z moins x. Et quand je fais la ligne 4, moins la ligne 1, il me reste 3 lambda 2 plus lambda 3. Ok, donc là, j'ai plus qu'une seule ligne qui fait intervenir du lambda 1. Maintenant, je continue pour avoir plus qu'une seule ligne qui fait intervenir du lambda 2. Donc, je ne la recopie pas, c'est juste la ligne 1, je n'utilise plus. Ici, donc, je recopie donc lambda 2 plus lambda 3 égale y moins x. Là, donc le 2 lambda 2, bon, j'aurais pu, on va dire comme ça. Donc, je fais 2 lambda 2, donc je fais la nouvelle ligne 3 moins 2 fois la nouvelle ligne 2.
Donc, j'obtiens moins 2 lambda 3 est égal à donc z moins x moins 2 y moins x, donc z moins 2 y plus x. Sauf erreur. Ça m'a l'air OK. Donc ça, c'était la nouvelle ligne 3 moins 2 fois la ligne 2. Et sur la dernière, donc je fais la nouvelle ligne 4 moins 3 fois la ligne 2. Donc les lambda 3, il reste moins 2 lambda 3. Et donc t moins 3y plus 2x. OK? Ça, c'est la ligne 4, moins 3, la ligne 2. Bon, une fois que j'en suis là, donc maintenant, j'ai ma ligne 1 qui est la seule à faire intervenir du lambda 1. Ensuite, j'ai la ligne 2 qui fait intervenir pas de lambda 1, mais du lambda 2. Et ensuite, toutes les autres ne font intervenir que du lambda 3. Donc, évidemment, ici, alors maintenant, on n'a plus que lambda 3 égale lambda 3 égale. On a de la chance, c'est les mêmes coefficients, donc il n'y a même pas besoin de diviser. Donc, maintenant, on fait juste la différence. Et quand on fait la différence, on va voir ce qui se passe. Si et seulement si. Donc, je le recopie pour qu'on ait une belle forme échelonnée. Donc, lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 est égal à x. Lambda 2 plus lambda 3 est égal à y moins x. Je vais simplement réécrire moins 2 lambda 3. C'est pas gênant qu'on ait ce facteur moins 2. Donc, x moins 2y plus z, disons. Et maintenant, j'ai 0. Donc, quand je fais la différence des deux, donc ça doit être égal à donc si je fais la quatrième moins la troisième, j'obtiens x moins y moins z plus t égale 0. J'ai déjà dit égale 0. X moins y moins z plus t. C'est ça, 2x moins y moins z plus t. Ça a l'air bien. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est que si lambda 1, lambda 2, lambda 3 est une solution, alors j'ai que 0 est égal à ce truc-là. Donc ça veut dire qu'une condition nécessaire pour être dans l'espace vectoriel G, c'est que x moins y moins z plus t est égal à 0. Et réciproquement, si j'ai que x moins y moins z plus t est égal à 0, donc si j'ai cette condition de compatibilité qui est vérifiée, eh bien je pourrais exprimer lambda 3 avec cette formule-là, puis j'aurai lambda 2 en faisant passer lambda 3 de l'autre côté, puis j'aurai lambda 1 en faisant passer lambda 2 et lambda 3 de l'autre côté. Donc, bilan, le système a une solution. Et le système a une solution, je rappelle, ça veut dire simplement que U, notre vecteur x, y, z, t, est dans l'espace vectoriel G. Donc, le système a une solution si et seulement si x moins y moins z plus t est égal à 0. OK? Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que ceci, c'est la condition pour être dans G. Donc, U égale x, y, z, t appartient à G si et seulement si x moins y moins z plus t est égal à 0. Et donc G, c'est l'ensemble des éléments tels que x moins y moins z plus t est égal à 0. OK? Et donc là, on peut vérifier. Donc, comment on vérifie facilement ça? On vérifie au moins que les éléments de G vérifient ça. D'accord? Que les éléments qui engendrent G vérifient ça. Donc, si je reprends donc x moins y moins z plus t pour ce vecteur-là, ça fait 1 moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Là, j'ai 1 moins 2 moins 3 plus 4, ça fait bien 0. Et là, j'ai moins 1 moins 1, ça fait bien 0. D'accord? Donc, ces vecteurs-là, ils appartiennent bien. Et donc, ça nous dit qu'a priori, on ne s'est pas trompé. Et même quand on aura, disons qu'on est en train de regarder, si on croit que l'espace de droite est un espace de dimension 3, et c'était un des exercices à faire pour aujourd'hui, qu'un hyperplan, ça c'est un hyperplan, de montrer qu'un hyperplan est toujours de dimension 1 de moins. Si on croit que l'espace de droite est de dimension 3, alors G
il est inclus dans cet espace-là, d'après ce qu'on vient de dire. On vient de vérifier que les vecteurs étaient dedans. Et donc, comme ils sont tous les deux de dimension 3, on a égalité. D'accord? Mais on l'a prouvé, hein, mais c'est pour vérifier qu'on ne s'est pas planté. Ok, donc on reviendra là-dessus, mais pensez-y comme un point méthode. Voilà comment on fait pour trouver des équations à partir de vecteurs qui engendrent un espace vectoriel. Ok, donc on nous demande maintenant de déterminer la dimension à une base de f inter g. Donc là, le truc, c'est que c'est plus simple d'utiliser, pour savoir si on est dans l'intersection, bah, c'est plus simple d'utiliser le fait qu'on a des équations sur les espaces. D'accord? Quand un espace est défini comme solution de quelque chose, bah, l'intersection, c'est juste solution des deux. D'accord? Et donc, ça nous fait des choses ensemble. Si on dit qu'un élément est dans l'intersection en disant qu'il doit être à la fois combinaison linéaire d'un truc, mais aussi combinaison linéaire d'autres choses, là, on ne sait pas très bien comment le gérer. Donc, on va simplement dire que f inter g, c'est du coup l'ensemble des x, y, z, t dans R4, telles que à la fois les équations qui définissent f et les équations qui définissent g sont satisfaites. Donc, telles que x égale y, tel que x moins y est égal à 0, tel que x moins z est égal à 0, je crois que c'était ça f, et tel que x moins y moins z plus t est égal à 0. Je vérifie juste. Non, c'était des plus. Ok. Si j'ai ces trois équations-là, je suis dans f inter g, d'après ce qu'on vient de montrer. Bon, maintenant, je suis un peu comme dans la première question. Je veux la dimension à une base de cet espace-là, donc je veux résoudre ce système-là. D'accord? Et donc là encore, c'est pas très compliqué. Je vais simplement dire que donc si raisonner si vous voulez par double implication, si x, y, z, t appartient à f inter g, donc je vais tout exprimer en fonction de x. Donc on a y égale moins x, on a z égale moins x. Et une fois que je connais y et z, je connais t. Donc je connais t en fonction de x. Donc x moins y, ça fait 2x, moins z, ça fait 3x. Donc t, c'est moins 3x. Donc si y, z, t appartient à f inter g, il est de la forme. Donc si u égale x, y, z, t, il est de la forme u. En fait, u, il est déterminé par sa première coordonnée. U égale x, moins x, moins x, moins 3x. Là encore, je peux vérifier rapidement. Un élément de cette forme-là, il est bien dans f puisque la somme de ses deux premières coordonnées est nulle et que la somme de sa première et troisième coordonnée est nulle. Et puis aussi, cette équation-là, on vérifie tout de suite qu'elle est bien vérifiée. D'accord? Je fais 1, moins 1, moins 1, moins 3. Donc, c'est bon. Donc, il est de la forme U qui est égale à ça. Donc, ça me dit que, donc, dire que mes éléments sont de la forme x moins x moins x moins 3x, c'est dire exactement qu'ils sont combinaisons linéaires, qui sont multiples dans ce cas-là, du vecteur 1, moins 1, moins 1, moins 3. Donc, f est l'espace vectoriel engendré par 1, moins 1, moins 1, moins 3. Ok, donc il est engendré par un seul vecteur non nul. En particulier, la dimension de f est égale à 1. Ok, donc tout ça, j'aurais pu le poser comme question avant, mais c'est pas c'est pas évident parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé en termes de système linéaire. Mais pour le moment, on n'a rien utilisé, disons, de vraiment de la dimension. On a donné les dimensions, mais on n'a pas utilisé ce qu'on a raconté là-dessus. Et donc la question à la fin, donc peut-on écrire tout élément de R4 comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, c'est-à-dire est-ce que la somme de F plus G est égale à R4? Et on demande aussi si cette écriture est unique. Et donc là, on va utiliser un argument de dimension.
Donc, est-ce que quelqu'un peut conclure avec moi, enfin à ma place? Donc, on demande si f plus g est égal à R4. Comment on fait ça? On va faire avec le théorème juste avant, avec l'équivalence, en Ouais. disant que f inter g, bah, c'est pas 0, et, ah, mais non. Ah, il faut faire attention. Le corollaire, ça dépend si t'appelles le corollaire, je l'ai énoncé vraiment pour des supplémentaires. Donc là, on sait qu'on peut pas être supplémentaire puisqu'on a une intersection qui est de dimension 1. Par contre, on peut utiliser la formule générale. Donc la formule générale, donc sur la somme d'un espace, ça nous dit quoi? Donc elle nous dit que la dimension de f plus g, ça va être égal à quoi? Bah, la dimension de f, la dimension de g moins la dimension de l'intersection. Ok, il faut bien voir qu'on connaît tout maintenant. Donc la dimension de f, c'est quoi? 2. 2, C'est 2. La dimension de g, 3, 3. Et la dimension de l'intersection, 1. Ça se fait. ok? Donc on obtient 2, c'est parce qu'on l'a vu à la première question. 3, c'est parce qu'on la famille le G était engendré par 3 vecteurs et on a montré que les 3 vecteurs étaient libres. Et 1, on l'a montré à la dernière question. Donc on sait que la dimension de f plus g est égale à 4. Mais maintenant, j'ai que f plus g, il est inclus dans R4 et ils sont de même dimension. Et donc ça implique qu'ils sont égaux. D'accord? Donc oui, tout élément de R4 s'écrit comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Est-ce que cette décomposition en somme d'un élément de F et d'un élément de G, est-ce qu'elle est unique? Non. Pourquoi? Enfin, parce que F et G, ils sont pas en somme directe. Voilà. F et G ne sont pas en somme directe. Donc, il n'y a pas unicité. Ok, donc on a simplement dit, voilà, bah, j'avais un espace de dimension 3, un espace de dimension 2. Eh ben, ils engendrent R4, mais il y a quelque chose dans l'intersection. D'accord? Et donc, bah, l'idée, c'est simplement, hein, voilà, vous avez un truc de dimension 3, un truc de dimension 2. Bon, bah, si le truc de dimension 2 n'est pas un truc de dimension 3, ils vont engendrer R4. Mais maintenant, comme d'une certaine façon, il y a trop de vecteurs, d'accord? Vous avez un truc de dimension 3 qui prend déjà beaucoup d'espace, et vous lui rajoutez un truc de dimension 2 qui, lui aussi, disons qu'il y a de la place pour faire un truc de dimension 5, sauf que vous êtes dans R4. Et donc, la place que vous aviez en trop, d'une certaine façon, elle arrive dans l'intersection. Ok, c'est comme ça que vous pouvez y penser. Et c'est comme si vous voulez un truc, vous êtes plus géométriquement à l'aise, vous pensez dans R3 quand vous avez fait la somme de deux plans. D'accord? Si vous regardez dans R3 deux plans qui sont pas les mêmes, eh bien, ils vont engendrer l'espace. Donc la somme de les deux plans, ça va être R3. Mais l'intersection, bah, vous savez bien que deux plans dans R3, deux plans non différents dans R3, ils s'intersectent le long d'une droite. D'accord? Et donc, bah, vous avez dans ce cas-là la dimension des deux espaces qui est égale à 2, la dimension de l'espace ambiant qui est égale à 3 et la dimension de l'intersection qui est égale à 1. Ok, 2 plus 2 égale 3 plus 1. Ok? Donc voilà, méditez bien ce truc-là. C'est important de comprendre ce qu'on fait et de comprendre les calculs pour y arriver. C'est un petit peu calculatoire ces exercices, mais il n'y a rien de bien compliqué. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok. Alors, je regarde juste. Ouais. Donc je vais juste finir là-dessus. L'exercice, je ferai pour demain par exemple. Donc juste une remarque. On a donné une formule donc qu'il y ait donc les dimensions de deux sous-espaces avec la somme et l'intersection.
Maintenant, vous savez que pour des ensembles, donc là maintenant vous oubliez toute l'algèbre linéaire, on est ramené au cours de septembre, peut-être un peu après, sur les de théorie des ensembles. Vous savez que quand vous avez deux ensembles quelconques, bah, le cardinal de l'union des deux ensembles, c'est la somme des deux cardinaux moins le cardinal de l'intersection. D'accord? Dessin général, c'est celui-là. Ok, vous avez un ensemble X ici, un ensemble Y. Ça, c'est X inter Y. Et donc, bah, si vous voulez savoir combien il y a dans X ou dans Y, bah, vous faites la somme des deux et puis vous retranchez l'intersection que vous avez compté deux fois. Donc, cette formule-là, elle est tout à fait analogue à la formule qu'on vient de démontrer, à la formule de Grassmann. La différence, c'est que on parle plus de cardinal, on parle de la dimension, qui est le cardinal d'une base. Mais donc, faut faire un petit peu attention. Et c'est qu'on n'est pas en train de regarder l'union, on est en train de regarder la somme d'espaces vectoriels. Mais sinon, les deux formules sont très analogues. Bon, maintenant, alors je ne sais pas si vous l'avez vu ce truc-là, mais enfin, dites-moi, quand on a plus de deux ensembles, plus de deux parties, on a ce qu'on appelle la formule du crible qui généralise ça à un ensemble quelconque de parties. Donc, par exemple, je l'ai écrit avec trois parties. Si vous avez trois parties d'un ensemble et que vous voulez le cardinal de l'union, bah, vous pouvez dire que c'est la somme des trois cardinaux moins la somme des intersections plus la somme de l'intersection triple. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Vous avez jamais vu cette formule? Non, on n'a jamais vu. Non. Bon, alors forcément, il n'y a pas moyen de confusion. Bon, je vais quand même expliquer ça parce que c'est quand même important. Enfin, c'est juste, on le fera dans le chapitre de dénombrement, de toute façon, mais donc, prenez une patate pour X, une patate pour Y et une patate pour Z. Donc, en bleu, je vais mettre les intersections entre deux ensembles. Et en vert, on a l'intersection triple. Ok. Donc ça, c'est Y, donc ça, c'est X, ça, c'est Z. Donc, ce qu'il y a en bleu en haut à gauche, c'est l'intersection de X à Y qui n'est pas dans Z. Ce qui est ici, c'est l'intersection de Y et Z qui n'est pas dans X. Ça, c'est l'intersection de Z et X qui n'est pas dans Y. Et ce qui est en vert, c'est l'intersection des trois. Ok. Donc, comment on lit cette formule-là? Donc, si je veux connaître les éléments qui sont dans tous, bah, je vais faire la somme des trois cardinaux. Alors, quand je fais ça, le problème, c'est que je compte deux fois la zone que je vais entourer en noir. Et je compte même trois fois la zone en verte. D'accord? Donc, comme j'ai compté deux fois, comme j'ai compté deux fois les zones bleues, je dois les retrancher. Donc, pour ça, je retranche les cardinales des intersections. Mais quand je retranche le cardinal des intersections, je retranche aussi à chaque fois le truc en vert. D'accord? Et donc, ça y est, je me suis perdu. Donc j'avais compté, oui pardon, donc voilà, donc j'avais compté, voilà, donc quand j'ai fait la somme des trois premiers cardinaux X, Y et Z, j'avais compté deux fois donc les zones en bleu et trois fois la zone en verte au lieu de les compter une seule fois. Donc quand je retranche une fois ce truc-là, bah, c'est bon au niveau des zones en bleu. Mais le problème c'est que la zone en vert, donc au début elle était comptée trois fois, maintenant je l'ai retranchée trois fois elle fait partie de ces trucs-là. Et donc, à la fin, il faut que je la rajoute encore une fois pour arriver au résultat. Et donc, ça me dit que j'ai cette égalité-là qui est vraie. Ok, bon, vérifiez-le hein, dans des exemples simples, refaites le raisonnement vous-même. C'est plus dur à expliquer qu'à comprendre. Donc, on a cette formule-là qui est vraie. On a des analogues en dimension, enfin, quand on a un nombre quelconque de parties. Le problème, donc, c'est qu'on pourrait être tenté du coup d'écrire une formule analogue pour les dimensions des espaces vectoriels, et cette formule-là est fausse. Donc c'est ça que je veux juste pointer parce que c'est une erreur fréquente.
c'est que la dimension, la formule analogue au niveau des dimensions de sous-espace vectoriel, ce serait que la dimension de la somme de F1, F2 et F3, c'est la somme des trois dimensions moins la somme des trois intersections doubles. Plus, enfin, donc là j'ai mis je l'ai mis, j'ai un problème de parenthésage. Non, mais là c'est un, bon, de toute façon la formule est fausse, mais c'est quand même plus naturel de mettre un plus, et là il n'y a pas de parenthèse. Ok. Donc la formule analogue, ce serait de dire on fait la somme des trois, moins les doubles intersections, plus ce qu'il y a au-dessus. D'accord, plus la dimension de l'intersection triple. Ça, c'est faux. Ok, donc on n'a pas d'analogie. L'analogie, elle marche bien pour deux parties, mais pas pour plus. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, on corrigera cet exercice-là demain. Ok. Y a-t-il des questions avant qu'on passe aux exercices du jour? Donc là, en gros, ça conclut la partie dimension des sommes. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est de comprendre comment ça marche les dimensions avec les applications linéaires. D'accord? Donc, ce sera le programme de demain. Une fois qu'on aura fait ça, on aura quasiment fini le chapitre sur la dimension. Donc, on n'est plus très très loin d'avoir fait, en gros, ce qui était ce qui sera au programme du DS, que le DS soit samedi ou pas. Ça, il faut encore que je décide avec moi-même, mais et aussi avec l'autre prof de MPSI. Mais en tout cas, ce sera ça. Le programme s'arrêtera à la fin du chapitre sur la dimension. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je passe aux exercices. Wow. Ok. Vie. Vie. Ok. Donc, ouais, ok, bon là c'est un petit exercice calculatoire plus simple que celui qu'on vient de faire. Donc, alors, hop, donc 3x moins 2y plus z égale 0. Donc, première question, donc on nous demande de dire que c'est un sous-espace vectoriel de R3 et de donner sa dimension. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner un argument? Bah, c'est une équation de plan. Ok, donc effectivement, c'est l'équation d'un plan. Donc avec le vocabulaire un peu qu'on a à notre disposition maintenant, on va le dire ça comme ça, et on va enfin on va dire donc soit L1. Évidemment, il n'y a pas besoin dans R3, on sait tout, mais c'est juste pour montrer comment ça marche. Donc, dans L1, je considère l'application qui va de R3 dans R et qui a x, y, z associe 3x moins 2y plus z. Ça, c'est une forme linéaire. Car évidemment, pour montrer que c'est une forme linéaire, il faudrait montrer que c'est linéaire. Je le fais pas, hein, mais il faut être capable de le faire, mais ça pose aucune difficulté de montrer que c'est linéaire. Et P égale, donc P par définition, c'est l'ensemble des éléments sur lesquels L1 s'annule. Donc P, c'est ker de L1. Donc le fait de dire que P est le noyau d'une forme linéaire, bah déjà ça nous dit que P est un sous-espace vectoriel. Et donc je veux sa dimension. Donc en fait, bon là je vais un peu tricher. J'aurais dû mettre l'exercice 2 avant l'exercice 1.
Donc l'exercice 2, il nous dit que quand on est un hyperplan, donc quand on est le noyau d'une forme linéaire non nulle, ce qui est le cas ici, on baisse la dimension de 1. Donc d'après l'exercice 2, on fera la preuve, hein, mais j'ai pas envie de la faire ici. Et bon, de toute façon, dimp égale 2. Et en soi, il y a que besoin d'une seule application. Et genre, gauche droite, elle est quasiment, elle est quasiment évidente, quoi. J'ai pas compris. Enfin, là, du coup, on a besoin que de l'application si c'est un noyau, alors sa dimension est de n-1. Et pourquoi elle est évidente? Bah, je sais pas, avec ce qu'on a dit sur les hyperplans il y a une semaine à peu près, Ouais. le fait que si on a x qui appartient pas à h, alors du coup, on peut avoir le Je suis supplémentaire. d'accord. Je suis d'accord, c'est le sens facile et effectivement, ce sera la preuve. On va la faire juste après, donc c'est pour ça que je veux pas y passer trop de temps, mais effectivement, effectivement, c'est le sens facile. Ok. Donc, mais bon, donc voilà. D'après l'exercice 2, vous m'excusez ça de ne pas avoir pensé de mettre dans le bon ordre. Ok, donc on a bien P c'est un plan. Hein, les notations sont faites normalement pour vous aider. Donc voilà, donc ça il ne doit pas y avoir de problème pour un truc comme ça. Ensuite, on nous demande de exhiber deux vecteurs U et V non collinéaires de P. Bon, bah alors ici, comment on fait ça? Je sais pas, Thomas Dumontier par exemple. Quel succès? Ah oui, oui. Du coup, pour exhiber deux vecteurs, j'ai pas trop de méthode en fait. J'ai juste pris deux vecteurs au hasard et vérifié qu'ils étaient pas collinaires. Ouais, mais alors comment tu les as pris? T'as pris qui comme vecteur? Donc donne-moi deux vecteurs. Attendez, parce que j'ai pas eu le temps. Je retrouve pas ma feuille. Bon, sans ta feuille, comment tu trouves deux vecteurs? Ou quelqu'un d'autre, hein, sinon. Si vous voulez. Moi j'ai. En fait, j'ai un peu court-circuité l'exercice. Genre, j'ai pris deux vecteurs collinaires et j'ai montré que la famille elle était libre, mais enfin non collinaire du coup. Mais j'ai montré que la famille était libre et que elle engendrait bien P. Et du coup, j'ai fait dans ce sens-là. Je suis en bas de court-circuiter, je te demande de me donner deux vecteurs. 2, 3, 0, 0, 1, 2. Ok, donc le plus simple, ok, donc évidemment hein, ça marche. Le plus simple quand vous avez genre juste d'être dans R3, vous avez une équation, le plus simple pour trouver deux vecteurs qui marchent, c'est de faire x égale 1 et y égale 0 et ensuite de faire x égale 0 et y égale 1. D'accord? Quand vous faites ça, vous obtenez z et vous obtenez immédiatement qu'ils vont être non collinaires parce qu'il y en a un qui va démarrer par 1, 0 et l'autre qui va démarrer par 0, 1. Donc, vous prenez U par exemple égale 1, 0, moins 3 et V égale 0, 1, 2. Ok? Donc là, j'ai fait x égale 1, y égale 0. Et là, j'ai fait x égale 0, y égale 1. Et du coup, z, ce qu'il faut, quoi. D'accord? Donc ça, c'est pas collinaire. Ok, c'est ça le truc. Ça marchera pareil en général. Bah, vous fixez le nombre de paramètres que vous pouvez fixer. Et ensuite, donc en gros, vous fixez le nombre de paramètres, bah, c'est la dimension. Comme votre truc est dimension 2 et qu'il y a 3 variables, bah, vous fixez deux de ces paramètres en disant bah, je vais prendre 1, 0, 0, 1, etc. S'il y avait plus de dimensions,
on ferait avec plus de paramètres. Et puis à la fin, vous déterminez les trucs qui restent. D'accord? Ça marchera toujours. Donc, on a donné U et V de trucs, et maintenant on demande de montrer que P est égal à vec de UV. On peut... Je peux parler? Oui. Ok. Du coup, on a U et V non collinéaire, donc la famille formée par UV, elle est libre. Oui. Et on a la dimension de le plan engendré par U et V est égal à 2, qui est égal à la dimension de P. Du coup, UV engendre P. Voilà. Donc P égale La famille est libre, donc c'est une base de l'espace vectoriel qu'elle engendre. Donc la dimension de l'espace vectoriel engendré par U et V, c'est 2. Or, on vient de dire que le vecte de UV était inclus dans P. Et ça, c'est de dimension 2, ça, c'est de dimension 2. Donc, ils sont égaux. OK? Bon, c'est un truc très simple qui est très détaillé, hein, mais c'est quand même important de voir ici que maintenant, là, c'est à peu près fini le temps où où on devait se baser sur l'intuition géométrique, à part peut-être ce petit truc-là sur les hyperplans. Voilà, maintenant, on a tous les outils pour justifier rigoureusement un peu tout ce qu'on raconte, sur le fait que tel vecteur engendre, etc. Là maintenant, on a des arguments de dimension qu'on a complètement justifiés. Ok, et donc on limitera au maximum les calculs. Finalement, est-ce qu'il y a des calculs dans ce que j'ai fait? Bah, pas vraiment, quoi. Bon, là j'ai caché le fait que c'était linéaire, mais c'est pas vraiment compliqué. Ici, j'ai juste pris deux vecteurs les plus simples possibles, donc il y a juste une addition à faire. Et là, il n'y a aucun calcul non plus. D'accord, donc ça marche bien. Si vous montrez, donc j'ai l'impression de ce que disait Alexandre, si à ce stade-là, vous montrez que ça engendre les éléments de R3, vous perdez du temps. Que ça engendre les éléments de P, vous perdez un peu de temps. D'accord, parce que vous allez devoir voir que tout élément qui vérifie cette équation est engendré par un élément comme ça. Et donc, de certaine façon, vous allez faire le travail deux fois. Vous allez devoir, oui, bon, non, on peut le dire un peu différemment, mais en gros, vous allez résoudre le système, ce qu'on demande pas de faire, d'accord? Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Il est parti. Monsieur, le live il est parti. Le live il s'est coupé. Un souci technique. C'est bien ça. C'est bon ou pas? Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Donc, ceci était l'exercice 1. Donc, l'exercice... Pourquoi j'ai pas mon truc avec mes... C'est là. L'exercice 2, donc c'est ce qu'on vient d'utiliser. Donc, E est un espace de dimension n, H un sous-espace, et donc on veut montrer l'équivalence entre H est un hyperplan de E, c'est-à-dire j'ai rappelé le noyau d'une forme linéaire non nulle, et la dimension de H est égale à n-1. Donc ça c'est encore une fois on est dans un truc intuitif et ce sera du cours même. Mais donc le noyau d'une forme linéaire non nulle, c'est juste une équation, donc on abaisse la dimension de 1. Et donc ça va bien avec le terme hyperplan qui a l'air de dire aussi que c'est un plan de dimension maximale ou maximale parmi les sous-espaces vectoriels stricts. Donc Alric avait commencé à nous donner un sens, donc on va l'écouter. Du coup, pour le fait que si c'est un hyperplan, on a dimension, on a L-1, on part du fait que on prend un X qui est pas dans H. Ouais. Du coup, on prend le vecteur X. Ouais. On dit que c'est dimension 1. Ouais.
Et du coup, si on fait, et du coup, ils sont supplémentaires. Enfin, ils sont en somme directe. Ils sont supplémentaires, c'est pas juste en somme directe. Ouais, mais oui, ça. Et du coup, on sait que la dimension de E, c'est n. Ouais. Et vu que dimension de E égale dimension de vecteur x plus dimension de h parce qu'ils sont supplémentaires, ça veut dire que la dimension de h c'est forcément n moins 1. Ok. Donc voilà, donc on utilise juste effectivement le résultat du cours qui est que H est un supplémentaire de n'importe quelle droite qu'il ne contient pas. Et on utilise évidemment qu'une droite, c'est de dimension 1. Et voilà, donc il n'y a rien de bien méchant ici. Donc le sens réciproque est un peu plus compliqué. Est-ce que quelqu'un a une preuve? Oui. Qui parle? Lucas? Oui. Mais je crois qu'il y avait d'autres gens aussi, du coup. Bah alors, qui d'autre? Dénonce? Non, en fait, je me retire, monsieur. Ah. Ok. Bon. Bah, j'ai pas entendu vraiment les voix, donc je sais pas non plus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il y a Romain aussi, apparemment. Romain, je t'écoute. Ok. On disait que c'est qu'il a dit. Du coup, on peut avoir une base avec n-1 vecteurs. Ouais. Ensuite, on complète cette base avec un élément Ouais. pour avoir une base de E. Ouais. Et ensuite, j'ai considéré une application qui va de E dans K et qui a T associé 0 s'il appartient à H et lambda tel que lambda T égale X s'il appartient au vecteur de X. X c'est pardon le vecteur que j'ai rajouté. Ok, donc je vais écrire ça. Donc B c'est ma base de H, donc j'appelle x1 xn-1. Tu prends un X, tu complètes en une base. Ta base de E c'est x1 xn-1 x, c'est ça? Oui. Ok. Et donc maintenant, une fois que tu es là, donc qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais comme application du coup? L'application qui a T associé 0 s'il appartient à H et lambda tel que lambda fois T égale X s'il appartient au vecteur de X. Enfin, une sorte de projection, mais. Ah d'accord. Donc tu définis. Ah oui d'accord, parce que donc comment tu justifies le fait que tu peux définir ton application à partir de ce qu'elle vaut sur H et de ce qu'elle vaut sur X? Parce qu'ils sont en somme directe. Oui, comme X, il est pas dans. Il est forcément libre, je sais pas comment dire, mais. Ok. Donc, alors non, mais on va. Donc, soit tu le définis, toi tu te ramènes à des supplémentaires et effectivement tu peux dire que H est supplémentaire de cette droite-là. Soit tu peux utiliser directement ce qu'on a dit sur le fait qu'une application linéaire, on peut la définir sur une base. D'accord? Donc, on va plutôt utiliser ce truc-là ici. On sait qu'il existe. Ah oui. Une unique application linéaire. Donc je rappelle, quand on a une base d'un espace et qu'on veut définir une application linéaire depuis cet espace, et ben en fait on peut définir ça, on peut définir juste ce que vaut l'application linéaire sur chaque vecteur de la base. D'accord? Et ça va nous définir automatiquement une application linéaire. Donc on sait qu'il existe une unique application linéaire que j'appelle L, comme forme comme linéaire, telle que donc qui va de E dans R, et qui a tel que L de xi est égal à 0 si i appartient à 1 et moins 1, et L de x est égal à 1. Ok, puisque x1, xn-1, x est une base de E.
D'accord? Et donc, ce que nous dit Romain, c'est que cette application linéaire-là convient. Donc, on va voir pourquoi. Donc, donc si U appartient à E, U est de la forme somme des UI, XI plus alpha X, disons, avec UI et alpha qui appartiennent à K, qui sont des scalaires. D'accord? Et donc, et L de U, bah, c'est somme pour I égale 1 à N-1 de UI L de XI plus alpha L de X. Donc ça, c'est par linéarité. D'accord? Mais les L de XI, on a dit qu'ils étaient nuls. Donc L de U, c'est alpha L de X. Ok? C'est-à-dire c'est alpha. Puisque L de X, c'est 1. Et donc, U appartient à ker L. Bah, si et seulement si alpha est nul, mais dire que alpha est nul, c'est dire que exactement que U est dans l'espace vectoriel généré par les xi, c'est-à-dire dans H. Donc H égale ker L. Ok, on a montré que ils étaient dans le même espace, enfin que la condition pour être dans ker L, c'est la même condition que d'être dans H, donc les deux espaces sont les mêmes. Donc je redis l'argument, hein, vous partez d'une base de H, vous la complétez en une base de E, donc par un argument de dimension, bah, quand vous complétez, quand vous devez passer de la dimension n-1 à la dimension n, vous devez rajouter juste un seul élément, et ensuite vous définissez la forme linéaire qui en gros renvoie la coordonnée selon le dernier élément que vous avez ajouté. D'accord? Donc ce qu'elle fait, c'est que à xi elle renvoie 0 et à x lui-même elle renvoie 1. Ce qui fait que plus généralement, si un vecteur est de la forme comme ça va renvoyer justement le scalaire qui est devant x, qu'on a appelé la coordonnée devant x. Okay, j'ai donné le vocabulaire dans le cours. Et donc, par définition, dire que la coordonnée selon x est nulle, c'est exactement dire que on est dans le plan H, enfin dans l'espace H qui était de dimension n-1. Et donc, on a cette équivalence-là et donc cette égalité entre espaces. D'accord? Donc ça, on va le revoir dans le cours, on va le généraliser au cas d'espace de dimension quelconque. Donc on dira en gros qu'un espace de dimension P peut être défini par n-P équations. Donc ça, on verra ça bientôt, mais voilà, en tout cas une preuve possible. Enfin, la preuve en fait. Pas grand chose d'autre à faire. Ok. Donc, on nous demande maintenant, donc on a f et g de sous-espace vectoriel. Donc, on nous demande de montrer que la dimension de f plus g est inférieure à la dimension de f plus la dimension de g. Et on nous demande de montrer que si j'ai une famille x1, xn, alors le rang de x1, xn est inférieur au rang de x1, xp plus n-p. Donc, bon, question A. Donc, évidemment, la question A est triviale maintenant qu'on a une formule, puisqu'on sait que le terme d'erreur, entre guillemets, c'est la dimension de l'intersection. Mais donc, on va juste faire une preuve simple. Donc, sans aller dans le détail de l'intersection, donc comment on montre juste qu'on a une inégalité? Donc, je veux avoir une indication sur la dimension de f plus g à partir de la dimension de f et de la dimension de g. Donc, par définition, ces dimensions, c'est le cardinal d'une base. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais construire non pas une base de f plus g, mais je vais construire une famille génératrice de f plus g. Donc, je vais dire soit x1, xk base de f, soit y1, yp
base de G, alors bah, f plus G, c'est le vecte de x1, xk, y1, yp. Donc, bah, dit autrement, x1, xk, y1, yp est une famille génératrice de f plus G. Et si c'est une famille génératrice de f plus G, on sait qu'une famille génératrice, elle a toujours au moins autant d'éléments qu'une base. Donc ça me dit que la dimension de f plus G est forcément inférieure au cardinal de cette famille, c'est-à-dire à k plus p. Et comme k c'était le cardinal d'une base de f et p celui d'une base de g, c'est inférieur à f plus dim g. Ok, donc ceci est une preuve possible. Donc maintenant, une autre preuve possible, bien sûr, c'est utiliser la formule de Grassmann qui nous dit que en fait, il y a égalité une fois qu'on retranche à droite la dimension de f inter g, donc qui est un truc on retranche un truc qui bien sûr est positif ou nul. Ok, ça va? Oui. Oui. Donc question B. Alors question B, c'est un petit peu pour manipuler aussi cette notion de rang d'une famille. Donc j'ai une famille de rang n et je regarde une sous-famille dedans de. Pardon, j'ai pas une famille de rang n, j'ai une famille de cardinal n dont je m'intéresse au rang et j'ai donc le rang d'une sous-famille à p éléments dedans. Et donc je veux voir que ces deux rangs-là sont liés, mais juste par une inégalité. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que donc pour passer de la famille à droite à la famille à gauche, donc je pars de x1, xp, je rajoute n-p éléments pour arriver à n éléments. Et bien quand je rajoute n-p éléments, le rang il va augmenter au plus de n-p. Il ne peut pas augmenter de plus que n-p. C'est comme ça qu'il faut dire. Donc quand je rajoute des éléments, je peux augmenter à chaque fois de 1 au maximum, mais pas toujours. Et donc j'ai juste une inégalité comme ça. Donc comment on fait ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire? On fixe un P et on voit que ça marche par le 1. C'est-à-dire? Pardon? Je t'écoute. Bah non, mais on voit que ça marche, c'est pas une preuve, quoi. Enfin, dis-moi ce qui marche. Donc soit P entre 0 et n, d'accord. On a x1, x1, etc. xn, c'est égal à x1, jusqu'à xp, plus xp plus 1, virgule. C'est le vecte. Enfin, les vectes, ouais, vecte. Le vecte de x1, xn, effectivement, c'est le vecte de x1, xp. Plus l'autre vecte. Plus le vecte de ce qu'il y a après, effectivement. Du coup, après, on peut faire en termes de rang. Du coup, en termes de rang, on a l'inégalité qui est apportée par la A. Ok. Appliquée. Ouais, voilà. Donc si j'appelle cet espace-là E, comment il s'appelait dans la première? F et G. Ouais. Si j'appelle cet espace-là F et cet espace-là G, eh bien j'ai que la dimension de F plus G, c'est inférieur ou égal à la dimension de F plus la dimension de G. Et après, on utilise la définition du rang. Voilà, par définition, le rang d'une famille, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille. Donc ici, on a dit que F plus G, c'était vecte de x1, xn. Donc ça, c'est le rang de x1, xn. La dimension de F, bah, c'est le rang de x1, xp. Et après, le rang de la dernière famille, il est nécessairement le rang de xp plus 1, xn.
Et alors? Et le rang de G, il est nécessairement inférieur ou égal au nombre d'éléments qu'il a. Voilà. Le rang d'une famille, c'est toujours borné par le nombre d'éléments de cette famille, puisque c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré. Si vous avez une famille de n-p éléments qui engendre, bah, l'espace qui engendre, sa base, elle a au plus n-p éléments. Donc ça, c'est inférieur au rang de x1, xp. Donc remarquez qu'il y a deux inégalités hein, ici. Il y a une première inégalité qui vient de ce qu'on a montré à la question d'avant, et il y a une deuxième inégalité qui vient d'ici, le fait que le rang de la famille, c'est pas le rang d'une famille à n-p vecteurs, c'est pas nécessairement n-p. Ok. Ok, donc ça nous dit, voilà, donc quand on rajoute des éléments à une famille, bah, la dimension peut pas trop augmenter. Elle augmente de 1 au mieux à chaque fois qu'on rajoute un élément. Et des fois, la dimension ne va pas augmenter, simplement elle augmentera pas quand on rajoute un élément qui est déjà combinaison linéaire des éléments de la famille. D'accord? Si vous prenez dans R2, si vous prenez le premier vecteur x1 qui est 1, 0, enfin 0, 1, pardon, et x2 qui est 1, 0 et x3 qui est 1, 1, si vous regardez le rang de x1, x2, bah, ça c'est une famille libre, donc c'est de rang 2. Et le rang de x1, x2, x3, bah, on est dans R2, donc on ne peut pas avoir plus, donc c'est encore 2. D'accord? Donc certes, on a rajouté un élément, mais l'élément qu'on a rajouté, il ne rajoute pas de la dimension à la famille engendrée parce que x3 était déjà combinaison linéaire de x1 à x2. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a juste une inégalité. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas compris. Pas compris l'exemple ou t'as pas compris la preuve? J'ai juste pas compris la preuve, en fait. Donc la preuve consiste à utiliser le petit a. Donc la première remarque, c'est que l'espace vectoriel engendré par les n vecteurs, bah, c'est la même chose que l'espace engendré par les p vecteurs plus la somme engendrée par les n-p derniers vecteurs. T'es d'accord avec ça? Oui, ça, je vois, ok. Ok. Cet espace-là, j'appelle f, cet espace-là, j'appelle g. Donc maintenant, je sais que la dimension de f plus g, c'est inférieur à la dimension de f plus la dimension de g. Ça, c'est la question A. Mais f plus g, du coup, c'est ça. Hein. Donc, cette égalité-là me dit que f plus g est égal à vec de x1, xn. Donc, bah, la dimension de f plus g, du coup, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par x1, xn. Donc, c'est le rang, par définition du rang, de x1, xn. La dimension de f, c'est le rang de x1, xp. La dimension de g, c'est le rang de xp plus 1 jusqu'à xn. Oui, non, d'accord. Ok, et donc le dernier argument, c'est de dire que le rang d'une famille à n-p éléments, bah, il est forcément inférieur à n-p. Et il sera égal à n-p si et seulement si la famille est libre. Ok, d'accord, j'ai juste pas vu le nombre d'éléments. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Ok. Bon, dans les 10 minutes qui restent, j'ai pas envie de corriger cet exercice-là parce que il est un peu costaud. Donc on va repasser dans le cours. Juste, on va faire du coup l'exercice que j'ai mis dans le cours. Où est-ce que c'est déjà? Document, cours. Voilà, donc on va faire cet exercice-là là, sur quand on a 3 espaces. C'est juste un peu de manipulation. Et voilà. Donc,
Donc on a F1, F2, F3 dans E. Et on veut montrer que la dimension de F1 plus F2 plus F3, c'est égal à la somme des trois dimensions. Bon, je vais écrire simplement D pour dimension pour simplifier, moins donc la dimension de l'intersection de F2 et de F3, moins la dimension de F1 intersectée avec F2 plus F3. Attention, c'est subtil. Mais c'est ce qu'on nous demande de faire. Bon, alors quand on voit ça, on ne sait pas trop par où démarrer, mais donc évidemment ça ressemble à ce qu'on a pour deux sous-espaces vectoriels. Donc comment on se lance? On fait pas à pas avec d'abord F1 plus F2, ensuite on fera F3 avec F1 plus F2. Ok, parfait. Donc effectivement, donc on va dire que, alors on va pas faire F1 plus F2, on va faire F2 plus F3 vu ce qu'on veut récupérer. On veut récupérer des intersections avec F3. Donc on va plutôt utiliser, ça revient au même bien sûr. Donc on va dire simplement que F1 plus F2 plus F3, bah, on peut dire que c'est F1 plus F2 plus F3. Ok, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Donc, l'intérêt, c'est que bah, du coup, je peux utiliser mon résultat pour une seule somme avec ce premier terme-là et ce deuxième terme-là. Donc, c'est la dimension de F1 plus la dimension de F2 plus F3 moins la dimension de l'intersection. F1 inter F2 plus F3. Et ça, maintenant, bah, j'ai ce que je veux, sauf ce terme, enfin F2 plus F3 dont je veux me débarrasser. Et puis là, j'applique directement ma formule de Grassmann qui me donne immédiatement ce que je veux. Bon, c'est pas des formules à connaître. Faut juste voir, faut juste penser que bah voilà, si jamais on en a besoin, ça peut arriver comme ça par une petite récurrence sur le nombre de termes qu'on a dans notre somme. Ok, donc on a récupéré ça. Et donc là, la question importante, c'est pourquoi ce truc-là ne peut pas se simplifier. Donc, est-ce que, donc ça, c'est un petit aparté, mais en fait, c'est le fond du problème. J'attends en 2 minutes que vous copiez. Ok. Donc, si je regarde, donc le terme, de toute façon, le terme qui est là, c'est le terme un peu gênant. Le F1 inter F2 plus F3, c'est lui que j'aimerais dont j'aimerais me débarrasser si je voulais une formule plus simple, parce qu'on a une intersection avec une somme, c'est un peu pénible. Et donc, on peut se demander naturellement, et je vais l'écrire on pourrait avoir envie, en tout cas ça arrivera à un certain nombre d'entre vous dans votre carrière de mathématicien, vous allez un moment ou un autre écrire un truc comme ça. Est-ce que ceci est vrai ou pas?
Ça a l'air tentant, mais Ça a l'air tentant. Il faut bien penser que si ça c'était vrai, ce serait on trop pourrait facile. remplacer ici, réutiliser la formule, et du coup on obtiendrait exactement, et après calcul, on obtiendrait exactement la formule de la question B dont on dit qu'elle est fausse. Donc, qui est l'analogue de la formule du crible. Donc, ce qui fait marcher les trucs dans la formule du crible, c'est que le plus, il est joué par l'union entre ensembles. Et quand vous faites, en théorie des ensembles, quand vous faites x inter y union z, c'est x inter y union x inter y union x inter z. D'accord. En théorie des ensembles, l'intersection elle est distributive par rapport à l'union et inversement. Donc ça c'est vrai. Et donc on pourrait se demander, voilà, comme en gros ce que j'ai dit, c'est qu'intuitivement l'intersection ça reste l'intersection et le rôle joué par l'union pour les ensembles il est joué par le plus pour les espaces vectoriels. On pourrait se demander si on a encore cette distributivité. Donc, je repose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Enfin, en fait, j'ai dit que c'était faux. Donc, donnez-moi un contre-exemple pour ce truc-là. Monsieur, Oui. on peut dire que F2 plus F3, c'est si on regarde les éléments, c'est plus grand que F2 union F3. Ouais. Du coup, il suffit de prendre un élément il faut que F1, il ait un élément qui appartient à F2 plus F3, mais pas à F2 union F3. Et après, du coup, ça devient faux. Alors, il faut voir aussi qu'ici, on a un plus. Donc, a priori, ici, on regarde l'espace engendré par les éléments que tu as dit. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Mais donc, pensez l'exemple le plus simple. Prenez l'espace vectoriel le plus simple dans lequel il se passe quelque chose. Donc, c'est qui l'espace vectoriel le plus simple dans lequel il se passe quelque chose? R3 ou R2. Voilà. R2, ça suffira ici, d'accord? R, c'est trop simple pour le coup. Mais dans R2, donnez-moi 3 espaces dans R2 pour lesquels cette égalité-là est fausse. Tout le monde peut réfléchir, hein, c'est pas. Il n'y a rien de difficile. Mais ce que tu viens de me dire était juste, du coup, tu peux l'utiliser, quoi, ce que tu as dit. Oui, juste, on peut prendre F2 et F3 qui sont supplémentaires. Et F1 qui est si c'est ça, et F1 et il faut la classe 0. F1 quoi? Il faut aussi que F1 il soit potentiellement supplémentaire avec F2 et F3. Ouais, parfait. Voilà, donc on prend 3 droites supplémentaires. Donc, 3 droites supplémentaires 2 à 2. Ouais, voilà. D'accord? Donc j'ai F1, F2 et F3. Ok, donc ça c'est 3 droites dans R2. Donc F2 plus F3, c'est l'espace vectoriel engendré par 2 droites qui sont pas les mêmes, donc c'est R2. Donc F1 inter F2 plus F3, c'est F1. Okay, puisque c'est F1 intersecté avec tout le monde. Et d'un autre côté, F1 inter F2, c'est 0, puisqu'ils sont supplémentaires. Et F1 inter F3, c'est 0 aussi. Donc la somme, c'est 0. Ok? Donc à gauche, on a F1, qui est une droite. À droite, on a 0. Donc cette identité-là n'est pas valable en général. Donc je l'écris. Alors bon, peut-être que pour certains, vous n'y aurez jamais pensé, mais en fait, je pense que ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'il y a un moment où vous oubliez de quoi vous parlez et puis vous calculez les choses un peu trop formellement. Donc voilà, je le dis et je le redis. Vous pouvez pas distribuer l'intersection par rapport au plus quand vous êtes en algèbre binaire. Ça, c'est pas vrai et c'est pas vrai dans les cas les plus simples. Hein. C'est vraiment très très faux, quoi. Il y a des trucs qui sont faux parce que voilà, là c'est vraiment faux dès le début, quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça,
on peut, donc une fois qu'on a vu que cette identité-là, quand on voulait qu'elle soit vraie, ne marchait pas, on peut voir si ça permet de conclure, de donner un contre-exemple. Donc dans le cas voilà, dans ce qu'on voulait ici. Donc si je prends pareil les trois mêmes droites, donc qu'est-ce que ça nous donne? La dimension de F1 plus F2 plus F3. La dimension de F1 plus F2 plus F3, c'est la dimension de tout l'espace, d'accord? Donc c'est 2. La dimension de F1, c'est 1. La dimension de F2, c'est 1. La dimension de F3, c'est 1. Et toutes les intersections, elles sont réduites à 0. Puisqu'on est supplémentaire 2 à 2. Et donc, on n'a pas 2 égale 3. OK? Donc voilà, donc ce qui empêche cette égalité d'être vraie, c'est vraiment ce truc-là que dans la ligne du dessus, le F1 inter F2 plus F3, on ne peut pas le simplifier en F1 inter F2 plus F1 inter F3. D'accord? Donc si vous voulez des contre-exemples comme ça, pensez toujours à ce truc-là de 3 droites dans R2, c'est le truc le plus simple possible. À 3 droites supplémentaires 2 à 2 dans R2, en pratique, tous les problèmes, on les voit déjà à ce niveau-là. OK? Bien. Donc il est 11h03, on va s'arrêter là. Oui, en plus vous avez physique. Donc pour demain, vous reprenez l'exercice 4 et l'exercice 5 et je vais envoyer 2 noms pour chaque exercice. Je vais demander à 2 personnes de m'envoyer